Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. Bonjour Philippe David. Bonjour Cécile de Ménibus. Comment ça va mon cher Philippe? Ça va très bien et vous? Bah écoutez, plutôt pas mal. Oh très bien, oui. La veille d'un week-end. Ça fait pas de mal de temps en temps. Et demain, le salon de l'agriculture. Et absolument. Bah oui, écoutez, comme ça. Et le tournoi destination ce week-end sur Sud Radio, évidemment. Ouh, ça en fait des activités pour demain. Vous allez pouvoir manger tellement, Philippe David. Entre le foot et l'agriculture, ça va être un grand moment. Le tournoi destination, c'est du rugby. Hein. Oui, pardon, excusez-moi. Je voulais dire le sport, pardon, excusez-moi. Bien entendu. En tout cas, la bienvenue à tous. 0826 300 300, le sommaire de cette émission. Et c'est l'Élysée qui rétropédale et qui admet une erreur après avoir évoqué l'invitation du soulèvement de la terre au début, organisée demain avec Emmanuel Macron au salon de l'agriculture. Mais le mal est fait. La FNSEA ne veut pas venir. L'exécutif n'a rien compris aux problématiques des agriculteurs, réagit le principal syndicat de la profession. Débat également boycotté par Michel-Édouard Leclerc qui dénonce un coup de communication pas à la hauteur de la situation, Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce une gaffe majeure qu'avoir invité les soulèvements de la terre ou encore Riposte Alimentaire connue pour balancer de la soupe sur des œuvres d'art? Ce salon de l'agriculture risque-t-il de se transformer en chemin de Damas pour le chef de l'État? Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas grillé ses dernières cartouches dans la crise agricole? Le coup de grâce étant donné en début d'après-midi par Michel-Édouard Leclerc. Et à cette question, est-ce le grand débat de trop sur l'agriculture? Vous dites oui à 93%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On en parlera avec Philippe Jougla qui est avec nous, un président de la FRSEA d'Occitanie. On vous souhaite la bienvenue en attendant. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix, ce sera à 18h30. Après 2 ans de guerre en Ukraine, l'ancien président russe Medvedev estime que la prise de Kiev serait un objectif possible pour son pays, la capitale ukrainienne, où le président Zelensky évoque une situation extrêmement difficile sur fond de manque d'hommes et de munitions. Alors parlons vrai, est-ce que la Russie a déjà gagné la guerre? Pensez-vous que cette guerre va durer encore longtemps? Cela fera demain 2 ans qu'elle a commencé. Est-ce qu'on peut envisager une solution politique? Et à cette question, #Ukraine, une victoire totale russe est-elle redevenue une hypothèse envisageable? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et ce sera Vladimir Vederovski qui sera avec nous, ancien diplomate et conseiller de Gorbatchev. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et autour de cette table pour évoquer ces débats, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir. Bonsoir. C'est le bonheur du vendredi. Bah, c'est bien le vendredi. Bon, c'est bien. Avec des animateurs exceptionnels, des chroniqueurs de haute volée, et même René Chiche. Ils arrivent. Ils s'apprêtent à tricher. Ils arrivent à quelle heure les chroniqueurs de haute volée? Ils viennent quand? Bah, ils sont là. Tournez la tête, Ah Cécile, oui, tournez la pardon, tête. j'avais pas vu. Pardon, excusez-moi. Je suis désolée, je vous avais pas vu. Benoît Faut dire que Perrin. c'est tellement flagrant que... C'est tellement dingue. Directeur de contribuables associés, j'allais dire assassiné. Parfois, c'est assassiné, c'est vrai. Mais c'est pas faux, c'est pas faux vrai. ce que je dis. René Chiche est avec nous, directeur des rédactions du groupe Entreprendre La Fond Presse. Comment ça va, Très René? bien, Cécile. Si vous trouvez que c'est trop long, mon intitulé, vous pouvez dire René Chiche, génie. Comme ça, ça sera bien. On a déjà une certitude, son deuxième prénom n'est pas Modeste. Ça, Oui, mais généralement, pour qu'il sorte le génie, il faut le frotter. J'ai pas du tout envie. Vous allez dire génie, ça suffit. Et qu'est-ce qu'on dira vendredi prochain? Je sais pas. Oui, il a raison, un peu de modestie, parce que sinon Commencez après... bas. Modestie. Commencez plus bas. Commencez bas. Je connais Restez pas comme ça. vous Je êtes. connais pas ça. Commencez bas. Allez, ce numéro de téléphone 0826 300 300. Guy qui nous appelle de Paris, qui sera avec nous dans un instant. En attendant, c'est Simon de Perpignan. Bonsoir Simon. bonsoir Simon. Oh, oui, bonsoir, c'est de radio. Comment ça va Simon? Très bien, vous-même. Écoutez, on est ravis de vous accueillir, surtout Perpignan. Quel temps fait-il à Perpignan? Là, c'est un peu couvert pour une fois. Ah bon, d'accord, ok, ça démarre mal. On parle de quoi avec vous dans un instant? Eh ben, je voulais parler de Madame von der Leyen, la défenstrice de la souveraineté européenne d'un pays virtuel, quoi, Ouais. et qui est contre la souveraineté nationale des pays qui la composent. On en parle dans un instant, vous bougez pas, direction le répondeur avec vous. Oui, bonjour Sud Radio, Guy Paris. Je souhaite intervenir dans vos propos. Nous ne pourrons jamais avancer tant que toutes ces personnes au gouvernement ne seront pas unies. Est-ce qu'un chef d'entreprise a besoin d'avoir une couleur politique pour agir, pour faire ce qui est nécessaire et suffisant? Est-ce que les parents dans une famille sont obligés d'inscrire dans une couleur politique, d'avoir une direction politique pour pouvoir agir? Non. La nation, c'est une grande famille, donc ça nécessite bel et bien l'union
de toutes ces personnes qui sont à la direction, à commencer par le président. Voilà, merci pour votre écoute. Vous y croyez à l'Union Merci. nationale? Merci. Non, je n'y crois pas, et pour une raison simple, c'est que c'est le rêve de tous les Français. À chaque élection, tous les présidents proposent l'unité nationale, mais par définition, la politique l'interdit. Benoît Perrin. Moi, j'y crois pas non plus un quart de seconde. La beauté de la politique, c'est justement les débats. Et puis, on n'est pas tous d'accord. Et donc, par définition, on vote pour celui pour lequel on a l'impression qu'il va apporter les meilleures solutions au pays. Regardez, qui sont souvent des solutions tranchées. autour de la table. Et déjà. pour avoir des solutions tranchées, il faut avoir, par définition, des gens qui ont du courage et qui pensent pas systématiquement la même chose. René Chiche. Mais là, je crois que l'auditeur parlait d'union au sein même du gouvernement actuel, si j'ai bien compris. Il y a deux interprétations. Non, il a dit le pays, c'est une grande famille. Voilà, exactement. Mais déjà, au sein de ce gouvernement, c'est là un peu le problème. Il y a déjà une sorte de cacophonie, ne serait-ce déjà qu'entre le président et le Premier ministre sur différents sujets. Donc ça commence et très ses mal. ministres, entre le Et aussi président ses là ministres, et bien Marc sûr. Fesneau tout à l'heure. Bien sûr. On en parlera Absolument, tout à l'heure. absolument. On est déjà dans cet écueil. Et avec nous, Simon de Perpignan, ce coup de gueule finalement sur Madame von der Leyen. Ben, disons qu'il y a le 21 exactement, elle a fait une intervention en disant que de toute façon elle ne se voyait pas, comme elle a présenté sa candidature pour être de nouveau présidente. De la Commission européenne, exactement. De la Commission européenne, tout à fait. Hein, dont on sait les difficultés. En 2019, quand elle est passée qu'à 9 fois sur 705 parlementaires européens. Et là, elle a annoncé que de toute façon, sa candidature et qu'elle ne souhaitait pas travailler avec des gens soutenant Vladimir Poutine. Bon, on sait très bien ce que ça sous-entend tout ça, hein. Pas forcément uniquement pour la France, mais la France était citée, et bon, on a l'impression de voir la conforme à notre président de la République. Voilà, elle décrète d'elle-même qu'il y a des gens qui ne sont pas fréquentables, c'est ça que vous voulez dire. Voilà. Donc, pour moi, si déjà on dénigre les propres personnes qui doivent voter pour soi et avec lesquelles on doit travailler, ça présente déjà une difficulté. Philippe Bilger, ça pose question avant les élections européennes de dire moi j'ai pas envie de travailler avec les gens qui pensent pas comme moi. Oui, bon, Surtout même qu'ils seront élus démocratiquement. Même si je ne suis pas fanatique de ceux qui soutiennent Poutine non plus. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'elle est contestée, mais je suis persuadé que même si elle était battue, puisqu'elle veut se renouveler, si j'ose dire, il y aura toujours une contestation du président de la Commission européenne, tellement l'identité des peuples prend le dessus. René Chiche. Bon, qu'elle ne veuille pas travailler avec des gens qui sympathisent avec Vladimir Poutine, ça me paraît plutôt juste. Mais le débat allait plus loin que ça, je pense. Oui. C'était contre ceux, les populistes, etc. Vous savez, les propos habituels. Oui. Non, mais elle peut afficher ses convictions. Ensuite, de toute façon, tout dépendra de la majorité qui aura au Parlement européen. Donc elle a dit exactement, je ne travaillerai pas avec un parti que je n'estime pas. Voilà. Oui, exactement, c'est ça. Elle peut le dire. Mais elle peut aussi dire. démissionner. Hein. Ah bah ça la concerne ensuite. Est-ce qu'elle n'a elle pas peut un le rôle dire. de neutralité à ce poste? Actuellement, là, non, puisqu'il y aura certainement comme une sorte de campagne, donc elle peut afficher ses convictions actuellement. Ensuite, peut-être que lorsqu'elle sera présidente, elle devra faire preuve d'un peu plus de consensus. Mais en plus, dernière chose, c'est que c'est quand même aussi une présidente très contestée, parce que ne serait-ce que pour l'histoire des vaccins, pareil qu'elle aurait, d'après ce qu'elle a appris, elle aurait dit... On attend les SMS avec le patron de Pfizer. Et aussi pour la guerre au Proche-Orient. Je crois que c'est l'incarnation des hauts fonctionnaires européens devant lesquels tout le monde se prosterne, un peu comme le président de la BCE, qui sont élus effectivement pas directement par les peuples et qui se voient, qui sont considérés par tout le monde comme des gens auxquels on n'a pas le droit de toucher, devant lesquels on doit se prosterner. Et je trouve que c'est effectivement une personnalité un peu hors sol qu'on nous impose, qui décide d'un certain nombre d'éléments auxquels on n'est pas forcé d'adhérer. Et je crois que son devoir, c'est justement, un peu comme un fonctionnaire, puisque c'est une haute fonctionnaire, un vrai devoir de neutralité. Donc elle doit travailler avec tout le monde. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ce sujet. Vous restez avec nous bien entendu, Simon. Vous allez pouvoir jouer et commenter l'actualité avec nous jusqu'à 19h, bien entendu, dans un instant. Et gagner le qui c'est qui l'a dit peut-être. Éventuellement. Ah bah oui. Gagner. Rien n'est acquis, mon cher Philippe David. Non. Il y a des réfractaires autour de la table, je vous rappelle. C'est des Gaulois réfractaires. Ça, c'est Vendredi, c'est pas le bonjour pour les auditeurs. Non, c'est pas le bonjour. Moi, j'ai peur que ce soit jamais le bonjour. C'est ça mon problème. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu et puis le réquisitoire du procureur. Monsieur le procureur. Le soutien à l'Ukraine lundi apparaît une cause désespérée, point d'interrogation. On en répondra peut-être à cette question dans un instant. On fait une petite pause, on vous souhaite la bienvenue. On est ensemble avec Philippe David et les vraies voix jusqu'à 19h.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ah, moi je dis ça le temps pour Philippe David, en pleine période de salon de l'agriculture, mais c'est terrible, c'est difficile. Hein. Bah là, je suis au régime depuis 3 semaines. Vous êtes mono-sujet, Philippe David, avec il faut manger, quoi. C'est le mot manger, nourriture, c'est votre vie. Et c'est un des plus beaux plaisirs de la vie. Et en plus, j'ai fait un régime, vous avez vu. Mais je mange bien quand même. On le sait, mais on l'a pas vu. C'est quoi? C'est pas un régime alimentaire. Si. Ah, c'est un régime alimentaire. Si, ça voit un peu. Ah bon, il faut être juste. Mais c'est parce qu'il est assis. Vous avez maigri des dents. Il est assis, mais laissez-le se lever, vous allez voir. Allez, on rigole. Bien entendu, on est ravis de l'avoir, notre Philippe. Bien entendu, les 3 mots dans l'actu, ce sera avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Qui est l'opposé physiquement de Philippe David. On parle de quoi dans un instant? Du salon de l'agriculture sous tension, c'est à partir de demain, des 2 ans de la guerre en Ukraine et puis de la cérémonie des Césars. Ce soir, après des années d'aveuglement dans le cinéma français selon Rachida Dati, en 3 mots, ça donne tracteur, guerre et aveuglement. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous voulez requérir sur la réunion de soutien à l'Ukraine qui aura lieu lundi à Paris. Est-ce que c'est une cause désespérée ou non? Sera d'ailleurs notre coup de projecteur. Je ne pensais pas que mon interrogation était aussi, pardon de le dire, pertinente, puisque depuis, je lis des choses extrêmement pessimistes sur le futur de l'Ukraine. Évidemment, il paraît que les armes qui sont fournies à l'Ukraine ne sont pas adaptées au combat qui se déroule là-bas. Deuxième élément, on impose des limites à l'Ukraine, par exemple de ne jamais mener la guerre sur le territoire russe, et d'autre part, il est clair que la Russie, me semble-t-il, a le vent en poupe sur le plan matériel, sur le plan humain, mais ce que j'espère, c'est que jamais l'Ukraine, même si la cause est désespérée, ne sera abandonnée au moment crucial par l'Occident. Je ne crois pas que celui-ci pourra se permettre de laisser une victoire totale à Poutine. Benoît Perrin. Moi, ce qui me surprend dans cette histoire, c'est justement un peu la naïveté de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a 2 belligérants. On a la 2e puissance nucléaire au monde et on a un pays qui est soutenu par quasiment tout l'Occident. Et on pensait que la guerre allait se dérouler en quelques mois, alors que par définition, pour une guerre, pour achever une guerre, il y en a soit un qui est complètement écrasé. C'était absolument impossible d'aller chercher Poutine dans son palais. De la même manière, a priori, l'Ukraine n'allait pas non plus tomber compte tenu des soutiens qui sont les siens. Soit on négocie. Et là, je pense qu'on en parlera en deuxième partie de l'émission, mais je suis très surpris que la voie diplomatique n'ait pas été utilisée dès le début, parce qu'au final, on va y revenir. On voulait pas en parler, on était dans la guerre totale, et au final, on va finir par discuter avec tout le monde. Et en général, pour terminer une guerre, on discute souvent avec son adversaire, pas avec son ami, évidemment. Oui, alors la situation, pour moi, n'est pas désespérée, mais elle est urgente. Parce que vu les victoires actuelles de la Russie par rapport à l'Ukraine, qui est malheureusement effectivement en manque de matériel pour l'instant. Tout est aussi bloqué, il ne faut pas l'oublier, à l'aide américaine qui n'a pas encore eu lieu. Elle est encore bloquée au Congrès. On ne sait pas ce qui va se passer avec l'élection américaine en novembre. Donc pour l'instant, la situation n'est pas espérée, mais bon, il faut absolument que l'aide, à mon avis, se renforce pour l'Ukraine. Je pense pas qu'on soit sur le point de négocier, vu les propos qui sont échangés actuellement entre Poutine et Biden. Parce que là, c'est la guerre des nerfs. Exactement, je pense pas. Et je pense que c'est quand même un combat, quoi qu'on dise, pour la démocratie. Et il faut quand même jamais oublier que quand même Poutine, il l'a dit, redit, même écrit, son grand rêve quand même, c'est de reformer l'ex-URSS. Il ne pense qu'à ça. Son but, quoi qu'il le dise, c'est quand même d'envahir et d'annexer totalement l'Ukraine. Et ensuite, ira-t-il plus loin? Donc il faut absolument, à mon avis, le soutenir, défendre l'Ukraine, même si effectivement ça nécessite des moyens et des fonds financiers importants de la part des Européens. Et des morts. Ah oui, mais bien sûr, mais dans toute guerre, malheureusement, il y a des morts. On a 500 000 morts, c'est beaucoup, je trouve. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, 3 mots qui sont tracteur, guerre et aveuglement. La colère en tracteur se fait entendre dans les rues de Paris à la veille du salon de l'agriculture et d'un débat qui fait pchit. Ni la FNSEA ni Michel-Édouard Leclerc ne comptent venir discuter avec Emmanuel Macron. 2 ans de guerre, d'invasion russe en Ukraine, les États-Unis annoncent aujourd'hui une nouvelle salve de sanctions contre 500 personnes et organisations dans le monde. Et puis à quelques heures d'une cérémonie des Césars marquée par la vague MeToo, la ministre de la Culture, Rachida Dati, dénonce l'aveuglement collectif qui a duré des années dans le milieu du cinéma. Les vraies voix Sud Radio.
Parler d'inviter les soulèvements de la terre au débat sur l'agriculture, c'était une erreur, estime finalement l'Élysée. Le mouvement écolo spécialisé dans la lutte anti-bassine n'est donc plus invité. Mais ceux qui le sont ne veulent plus venir discuter avec Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture demain. La FNSEA est fâchée. Côté grande distribution, Michel-Édouard Leclerc fustige un coup de communication de la présidence. Pendant ce temps, des agriculteurs manifestaient dans les rues de Paris aujourd'hui, parmi lesquels Cyril Hoffmann, président de la coordination rurale de Côte-d'Or. Le Salon de l'Agriculture, nous, ce qu'on voudrait, c'est que les politiques n'y viennent pas. Tant qu'ils n'ont rien à dire ou tant qu'ils n'ont rien fait, le Salon de l'Agriculture, c'est aux agriculteurs, c'est pas aux politiques. Donc, ils n'ont pas besoin de venir au Salon si c'est pour rien nous annoncer de mieux que ce qu'ils nous ont annoncé aujourd'hui. C'est des salves d'annonces pour calmer tout le monde et puis pour nous faire retourner dans nos départements et puis qu'on calme le jeu. Aujourd'hui, il faut des signes forts. Une année blanche sur les MSA, nos cotisations sociales agricoles. Il faut qu'on ait une année blanche pour pouvoir refaire de la trésorerie et essayer de retirer un minimum de salaire. Même en faisant ça, c'est pas sûr que tout le monde va pouvoir se tirer un salaire. Cyril Hoffmann de la coordination rurale au micro AFP de Fabien Dallot et Olivier Feunier. Cette colère agricole, on va en reparler évidemment tout au long de ces vraies voix avec notamment la FNSEA dans quelques instants pour le grand débat. Mais aussi à 18h10, ces jeunes agriculteurs qui ont bloqué les centres Leclerc un peu partout en France et notamment dans les Deux-Sèvres. Et le deuxième mot est guerre. Cela fera 2 ans demain que la Russie a lancé son offensive en Ukraine. Et à cette occasion, les États-Unis dévoilent leur plus grande salve de sanctions depuis le début de la guerre. 500 personnes et organisations visées dans le monde, soit pour avoir alimenté la machine de guerre russe en continuant à commercer, soit pour avoir aidé la Russie à contourner les sanctions. Sont visées des entreprises de 26 pays, des personnes de 11 nationalités différentes, chinoises ou allemandes notamment, mais aussi 3 responsables russes pour leur implication supposée dans la mort de l'opposant Alexei Navalny. 2 ans de guerre, 2 ans de résistance ukrainienne. L'usure et la lassitude se font ressentir pour les habitants de Kiev comme Olga. C'est très douloureux pour nous que la guerre perdure. J'aimerais vraiment que ça s'arrête le plus vite possible pour que la paix puisse enfin exister et que nous puissions reconstruire notre pays. En tant que femme ukrainienne, on souffre pour nos maris, pour nos enfants, pour nos pères. Et cela nous demande beaucoup d'énergie. Olga, une habitante de la capitale ukrainienne, Kiev, au micro de l'agence France Presse. Aujourd'hui, à Brest, devant des étudiants, l'ancien président de la République, François Hollande, a estimé que la France devait en faire plus pour aider l'Ukraine. La France où l'on apprend aujourd'hui que l'affaire des étoiles de David, taguée en Île-de-France il y a quelques mois, était orchestrée par la Russie, selon une source proche du dossier qui confirme cette info du journal Le Monde à l'agence France Presse. Opération de déstabilisation pilotée par le FSB, les services de sécurité russes, selon cette source. 3e mot, aveuglement. Mot employé par la ministre de la Culture Rachida Dati avant la 49e cérémonie des Césars. Le cinéma français va-t-il crever l'abcès? Les regards se tournent ce soir vers l'Olympia. Beaucoup attendent des mots de Judith Godrèche, devenue la figure de proue du MeToo français. Après sa plainte contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doyon pour des violences sexuelles. À quelques heures de la cérémonie, la ministre de la Culture, Rachida Dati, dénonce de son côté un aveuglement collectif qui a duré des années dans le milieu du cinéma français, propos tenus dans la revue Le Film français. Alors sur le plan purement cinématographique, évidemment, l'anatomie d'une chute de Justine Triet cumule 11 nominations. Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sortie de la maison, c'est ça? En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait... oui, mais non, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. Enfin, je sais ce que j'ai entendu. L'enquête sur cette histoire d'un couple qui se termine très mal. 11 nominations, dont le meilleur film, après avoir déjà raflé la Palme d'Or à Cannes et 2 Golden Globes outre-Atlantique, parmi beaucoup de distinctions à travers le monde pour ce film Anatomie d'une chute. Vous la sentez comment cette cérémonie des Césars? Je la regarderai avec encore plus d'intérêt que d'habitude, mais j'espère qu'on parlera un peu de cinéma. Je suis pas persuadé que le terme aveuglement de Rachid soit le bon, mais c'est pas le moment d'en parler. Le cinéphile René Chiche. Alors, ça va être une soirée un peu spéciale, à la fois festive, parce qu'il paraît qu'il prépare une soirée un peu plus... drôle que d'habitude, mais aussi ça risque d'être la soirée du grand déballage peut-être. On va voir avec Judith Godrèche, mais moi je l'attends avec impatience aussi cette soirée quand même. Benoît Perrin. Moi, je l'attends pas spécialement avec impatience parce que cette soirée, je suis pas sûr que ça intéresse grand monde. Il y a quand même, je pense, un vrai décalage entre justement les films qui sont présentés et il est surtout comment vous dire.
Ce qui me frappe dans cette représentation, c'est que c'est toujours les mêmes artistes qui hurlent sur le pouvoir en place qui pourtant leur déverse des millions à longueur de temps. Et je trouve qu'ils ont vraiment pas la reconnaissance du ventre, et je trouve que c'est la moindre des éducations d'être un peu aimable avec les gens qui vous financent. On peut juste saluer que les Français sont retournés dans les salles de cinéma, une augmentation de 20%, et ça c'est plutôt pas mal. Et il y a de bons films, mine de rien. Oui. Et surtout des films comiques, enfin. Si je peux introduire un peu de légèreté dans un univers extrêmement grave avec 2 chroniqueurs de haute volée. Le mot introduire pour le César, je trouve ça intéressant. Bravo. Voilà, merci beaucoup en tout cas Félix Mathieu. Dans un instant, le grand débat voulu par Emmanuel Macron sur le monde agricole ce samedi se voit chamboulé après que la FNSEA a refusé d'y participer, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce une gaffe majeure d'avoir invité les soulèvements de la terre qui ont notamment fait 47 blessés chez les gendarmes et saccagé des exploitations agricoles? On pense à Sainte-Soline, ou Riposte Alimentaire, connu pour balancer de la soupe sur des œuvres d'art. Est-ce que ce salon de l'agriculture risque de se transformer en chemin de Damas pour le chef de l'État? Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas grillé ses dernières cartouches dans la crise agricole, le coup de grâce étant donné par Michel-Édouard Leclerc? Et à cette question, #agriculture, est-ce le grand débat de trop? Vous dites oui à 94%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité Philippe Jougla, qui est avec nous, président de la FNSEA d'Occitanie. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Est-ce que nous sommes dans l'incompréhension finalement des enjeux ou l'incompétence venue du gouvernement? À minimum, l'incompréhension. L'incompétence, j'en sais rien, je juge pas les politiques. Juste, vous avez parlé du chemin de Damas. C'est le chemin de l'illumination. Espérons qu'à l'issue du salon, il aura vu la vérité et trouvé des solutions. J'avais pas pensé à l'interprétation biblique. Allez, on en parle dans un instant. Vos réactions au 0826 300 300. À tout de suite. Le vendredi, c'est la fin de la semaine. Voilà, c'est important, il faut que vous le sachiez. Sauf pour Jean-Marie moi, je fais et des Morgane, vraies annonces. Attends, moi, je fais des vraies annonces. Je suis désolée, c'est des choses attendues avec Philippe Bilger autour de cette table, Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, et René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre Lafon Presse, appelé vulgairement le génie, comme on dit. Merci. Avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 19h. Allez, tout de suite. Autocité. C'est pour ça que j'ai mis vulgairement appelé. Voilà, après vous en faites ce que vous voulez. Vous lui donnez trop le moral avant le jeu. J'ai une pêche. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un grand débat demain pour ouvrir ce salon de l'agriculture en compagnie d'Emmanuel Macron. Il y a eu une reculade sur l'invitation des soulèvements de la terre. Finalement, ils ne seront pas invités. Est-ce que c'était l'idée de faire diversion, de créer un problème dans le problème? J'appelle pas ça un grand débat, j'appelle ça un monologue, comme d'habitude, comme il nous a fait le coup pour les Gilets jaunes. Si c'est pour faire de la communication, ça sert à rien de faire ces débats. Le président se met en scène, oublie l'intérêt général et oublie qu'il a en face de lui des gens qui sont en situation de survie. L'Élysée donc rétroprédale et admet une erreur sur cette invitation du soulèvement de la terre au débat à organiser demain avec Emmanuel Macron au salon de l'agriculture. Mais le mal est fait. La FNSEA ne veut pas venir. L'exécutif n'a rien compris. N'a rien compris aux problématiques des agriculteurs. Réagit le principal syndicat de la profession, déjà également boycotté par Michel-Édouard Leclerc, qui dénonce lui un coup de communication qui n'est pas à la hauteur de la situation. Alors parlons vrai. Est-ce que l'idée d'inventer les soulèvements de la terre a dynamité le dialogue qui était prévu lors de ce grand débat? Est-ce que pour vous, ce salon de l'agriculture risque de virer à la déroute pour l'exécutif? Est-ce que finalement aujourd'hui Emmanuel Macron n'a plus rien dans sa besace pour parler aux agriculteurs? Agriculture, est-ce le grand débat de trop? Vous dites oui à 94%. Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et nous sommes avec Philippe Jougla qui est avec nous, président de la FNSEA Occitanie. Bonsoir, merci d'être avec nous. Avant de revenir à vous, petit tour de table avec Philippe Bilger sur ces rebondissements avant ce débat. Sur les soulèvements de la terre, j'en parlerai tout à l'heure rapidement avec un autre angle, mais je voudrais formuler très vite 2 idées qui m'apparaissent pertinentes, quoi contradictoires. D'une part, je n'ai pas le sentiment, et j'espère ne pas vous offenser, que le gouvernement est indifférent à la cause agricole. Je veux dire, il fait des choses, il a déjà mis en œuvre
des petites mesures, il les a rendues effectives, mais j'entends bien que pour les choses à long terme, la cause agricole attend avec beaucoup d'impatience, voire d'inquiétude, leur réalisation. Le deuxième point, il est contrasté, c'est le fait que je constate que les syndicats ne sont pas dupes, hein, tout de même. Le président de la République va de nouveau faire un grand débat dont il faut bien noter qu'il ne vient pas à sa seule initiative, il va le tenir parce qu'il a peur que le salon soit une catastrophe et qu'on lui permette, après avoir fait ce grand débat, qui sera un monologue d'ailleurs comme d'habitude, de circuler plus tranquillement au sein du salon. Donc les agriculteurs, pour parler rapidement, ne se laisseront pas duper et il est fondamental qu'Emmanuel Macron remplace le verbe rapidement par de l'action. René. Oui, alors il faut bien constater que ce grand débat se transforme en un grand dégât. C'est une opération qui tourne à la catastrophe, une opération qui se voulait un dialogue éventuellement avec les agriculteurs, mais finalement c'est un fiasco, on peut pas le nier. Alors, non seulement avec les agriculteurs, mais aussi avec certains distributeurs comme Leclerc, etc. Oui. Voilà. Mais moi, ce qui me gêne un peu dans cette histoire, et en plus, moi je suis plutôt, comme vous le savez, plutôt sympathisant de Macron, sans être un adhérent ou un militant. Je trouve que maintenant le président est un petit peu en roue libre, c'est-à-dire que il se dit, il me reste 3 ans. Je n'ai pas besoin d'être réélu en 2027. Donc je ne peux pas être réélu. Oui, je ne peux pas, bien sûr. Donc je vais faire en fonction de mes réactions, de mes pulsions, de mes instincts, quitte à contredire mon ministre de l'Agriculture, mon Premier ministre. D'ailleurs, moi j'ai de la peine maintenant pour Gabriel Attal, que j'estime, et Marc Fesneau. Parce que pourquoi le président s'évertue demain à vouloir absolument faire un grand débat avec les agriculteurs, alors que des mesures ont quand même déjà été annoncées. Et là, je suis d'accord avec Philippe, on peut pas nier que le gouvernement essaye de résoudre un peu les problèmes des agriculteurs, même si c'est pas assez, bien sûr. Mais il n'empêche que le gouvernement, via Fesneau et Attal, ont fait des propositions. Mais ce grand débat, donc demain, pour moi, et en plus, il rentre dans la lignée de tous les grands débats d'Emmanuel Macron depuis 2017, et ça n'apporte rien. Parce que maintenant, je pense que les gens veulent quoi ? Veulent des choses concrètes. Emmanuel Macron, il me fait de plus en plus penser à François Hollande à la fin de son mandat. Vous savez, à l'époque, dès qu'il faisait quelque chose, il y avait un problème. En fait, Emmanuel Macron a l'impression que même sur des initiatives dont on peut penser qu'elles sont pas complètement dénuées de sens, patatras, c'est la catastrophe. C'est le premier point. Deuxième point, il faut quand même dire qu'il a pour le coup du courage, parce que affronter les agriculteurs pendant de 2 à 4 heures, on sait qu'il est excellent dans cet exercice, mais c'est vrai qu'il se met en scène et du coup, il se met vraiment en danger en ayant face à lui des gens qui sont a priori hostiles. Troisièmement, on a l'impression que c'est un peu comme vous organisez une soirée à la dernière minute, vous maîtrisez pas vraiment les invitations. Typiquement, vous envoyez des textos à des gens que vous ne supportez plus parce que vous êtes trompé dans votre agenda, donc on a l'impression que il invite n'importe qui. Ensuite, vous oubliez des gens que vous vouliez absolument inviter. Évidemment, vous faites ça au dernier moment. Donc je pense notamment à la coopération agricole. Et puis vous motivez les gens à venir à votre soirée en disant il y aura un tel, il y aura un tel, il y aura un tel. Et en fait, c'est un tel, vous n'êtes même pas préoccupé de savoir s'il venait vraiment à la soirée. Ouais. Résultat des courses, faites une soirée avec des gens finalement dont a priori vous n'avez pas complètement maîtrisé le casting. Et quatrièmement, pour se terminer, c'est vrai que les grands débats c'est bien, mais les mesures et l'action, et là je rejoins une fois de plus Philippe Bilger, les Français et surtout les agriculteurs, on va y revenir, ont besoin de mesures concrètes qui vont un peu plus loin que des simples incantations. Philippe Jougla, vous êtes président de la FNSE Occitanie. En écoutant Benoît Perrin, je me suis dit... il y avait un film qui s'appelait Le sens de la fête. Ce salon de l'agriculture, c'est le sens de la défaite pour le chef de l'État, à votre avis ? On verra à la fin de la semaine prochaine. Moi, je voudrais mettre les choses sur un temps un peu plus long. On a commencé avec le slogan « On marche sur la tête » au mois de novembre l'an dernier. C'était dire que les agriculteurs étaient au bout et le modèle qui était allé trop vite pour le monde agricole, donc une révolte qui a repris en janvier en Occitanie. On a commencé le 16 janvier, on a mis des centaines d'agriculteurs, des milliers de tracteurs, des centaines de manifestations, de mobilisations dans tout le pays. L'opinion a suivi, on a les échos que le mal-être agricole est entendu. Le Premier ministre Gabriel Attal a très rapidement, une dizaine de jours après sa nomination, a fait un diagnostic qui est relativement juste. Je l'ai écouté en Haute-Garonne. Pour quelqu'un qui est arrivé depuis 10 jours, le job était fait. Les choses. Le dialogue avec l'exécutif nous semblait aller dans le bon sens. Toujours pas assez vite. On est des syndicalistes, avec plein de choses qui manquaient, mais on semblait aller dans le bon sens. Et
pour le salon, pour ce grand débat, il y avait, à mon sens, deux options. Soit un discours ex cathedra. Je vous ai entendu, je vous ai compris, alors même si c'est un peu dangereux ce genre de message, mais en tout cas, je viens avec un certain nombre de solutions, voilà, qu'on peut discuter, mais que j'amène sur la table. Première option. Deuxième, le grand débat, qui rappelle effectivement la suite des Gilets jaunes, où on sait que le président de la République est excellent. Et à la limite, on disait, on joue le jeu. C'est-à-dire qu'une dernière fois, il veut entendre la base. Peut-être qu'il n'a pas entendu. Et c'est vrai, on n'a jamais vu le président de la République sur les autoroutes. Et c'est normal. Donc, on était prêt à jouer ce jeu-là. Et ni un, ni deux, c'est quelque chose qui est totalement un coup de com' ou un coup politique. Et si on veut parler de politique, vous parlez du Premier ministre d'un certain nombre. Moi, je voudrais savoir ce qu'en pense le ministre de l'Intérieur. Monsieur Darmanin serait aussi, enfin, je serais curieux de savoir quelle est sa position. Lui qui avait demandé la dissolution des soulèvements de la terre. Oui. Bah, c'est un vrai souci. Pourquoi vous évoquez les deux possibilités, mais celle qui apparemment sera mise en œuvre par le président ressemble un peu à la deuxième, le grand débat. Oui, mais même s'il parlera tout seul, mais bon. Excusez-moi, si on parle tout seul, c'est pas un débat. Au passage, il y a une tentative d'une opération de com' qui efface tout ce qui peut être fait après. Mais vous l'auriez vu comment, alors, cette proposition? Il est difficile pour le président de ne pas évoquer ce grand débat pour que on en saisisse l'importance, non? On nous a au cours de la semaine demandé à tous les responsables régionaux de trouver 2, 3, 4 agriculteurs représentant la base susceptibles d'être présents samedi matin. On a fait le job. Voilà, une viticultrice, un producteur de céréales en ce qui me concerne, et un autre viticulteur, une productrice de canards. Voilà, on a fait monter des gens qui sont capables de s'exprimer en public de façon claire et limpide pour faire remonter une dernière fois les éléments au président de la République. C'était ce qu'on s'apprêtait à faire, mais pas une opération de com' à son profit. Benoît Perrin, qui va pas parler d'organisation de soirée, je crois. Non. Alors on comprend que vous en ayez un peu marre d'exprimer les doléances, parce qu'on a l'impression que depuis des semaines et des semaines, tout est mis sur la table. Donc je comprends que vous soyez un peu embêté de devoir répéter une nouvelle fois devant le président de la République les problèmes qui se posent. En revanche, la question que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce que vous voulez demander de plus que les mesures qui ont déjà été accordées aux agriculteurs? Autrement dit, en quoi vous êtes insatisfait des mesures? Alors, il y a des éléments conjoncturels et des éléments structurels. Ouais. Les éléments conjoncturels, il manque quelques points en matière de trésorerie. J'ai entendu parler d'année blanche sociale, c'est pas le point le plus efficace. Il y a certainement des choses à faire au niveau bancaire pour se faire une année de trésorerie remboursable en 5 ans avec 2 ans de différé. Voilà, c'est des choses qui ont déjà été faites. Il y a des agriculteurs qui ont besoin de ça. Moi, j'ai des céréaliers dans ma région qui ont besoin de ça. Il y a des viticulteurs qui sont extrêmement endettés, sur lesquels il faut rallonger d'1 an les tableaux d'amortissement. Voilà, c'est des mesures techniques de trésorerie. C'est ce qui manque sur le conjoncturel. Sur le structurel, ce qu'on a dit, c'est que le logiciel n'était pas bon. On pense que le Premier ministre a entendu. Mais derrière, quand on est à la discussion, et je suis à la FNSA, et on discute avec un certain nombre de ministères et un certain nombre de services, ça a du mal à ruisseler, si je peux utiliser ce terme-là. Donc, que le Premier ministre l'ait fait avec 3 ministres autour de lui, c'est bien. Que le Président de la République redise... on revoit le logiciel normatif, on revoit le logiciel des contraintes administratives. C'était ce point-là qu'on attendait du salon. Ouais. Est-ce que vous attendez éventuellement du président de la République demain qu'il prenne des décisions concrètes et un petit peu répressives sur les centrales d'achat et les distributeurs? Parce que là, je crois que c'est l'un des gros problèmes qui concerne les agriculteurs. Alors, c'est des choses qui sont engagées à ma connaissance depuis le 1er février de la conférence de presse, donc avec derrière le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances. Donc, un certain nombre, effectivement, de contrôles qui ont eu lieu. Faut en tirer les conséquences. Oui, c'est des choses qui avancent, toujours pas assez vite. Et si j'ai un point à relever là-dessus, c'est que les agriculteurs, quand on est contrôlé, on est en deçà de 5% d'erreurs, de contrôle positif. Quand Bruno Le Maire fait un tour chez les centrales et la grande distribution, il est à plus d'1 tiers de non-conformité. Voilà, c'est les paysans sur qui on met la pression et ils sont à 95% propres. Et la grande distribution, une fois sur 3, vous achetez autre chose que ce qu'on vous vend.
Qu'est-ce qui pourrait arrêter tout de suite cette grogne et remettre les choses à plat? C'est quoi? C'est une année blanche aujourd'hui? Parce que ce qui est finalement le plus urgent, c'est de pouvoir se payer et que les agriculteurs puissent vivre de leur travail, au moins pour cette année. Alors, l'année blanche est un des points, mais tous les agriculteurs ne sont pas fragilisés. Pour les agriculteurs fragilisés, cet élément-là, sur les phytos, je sais que c'est un sujet extrêmement sensible, mais la question des zones de non-traitement, on n'y comprend rien. Il y a 5 mètres, il y a 3 mètres, il y a 30 mètres, il y a il n'y a pas les chemins. C'est soviétique. Voilà, enfin, un des points qui pourrait montrer, là, on a compris, on fait un moratoire. C'est-à-dire que pour cette année, on vous emmerde pas. On repose les choses de façon carrée, on se donne un an pour avoir on n'est pas contre. Je veux dire, il n'est pas question qu'on fasse tout ou n'importe quoi. Donc cette année blanche, elle vaut aussi pour les normes? Ce serait une façon de nous faire rentrer dans nos campagnes. Oui. Est-ce que pour la défense de la cause agricole, vous avez, est-ce qu'il y a des jusqu'au boudistes et des modérés dans votre combat, ou est-ce que vous êtes tous unis pour le principal? Alors nous sommes, je pense, extrêmement majoritaires dans nos orientations. Par contre, la façon d'y arriver est plus ou moins jusqu'au boutiste. Là, effectivement, il y a autant de cas que d'agriculteurs. On n'est pas un mouvement militaire, on est un mouvement où les gens adhèrent, et puis il y a des plus ou moins chauds, des plus ou moins calmes. Je fais partie des calmes. Eh ben, il est chaud, il est au téléphone. Il nous appelle des Pyrénées-Orientales. Rebonsoir Simon. Bonsoir, oui. Allez, on vous écoute pour interpeller notre invité et les vraies voix. Notre invité Philippe Jougla, président de la FNSEA Occitanie, région où vous vivez. Voilà, moi simplement j'ai une chose à dire, une fois de plus, je vois l'œuvre de Machiavel, les gilets jaunes, on a essayé les grands blabla, et ensuite on les a surtout essayé de les accuser de tous les maux de la terre pour les décrédibiliser. Ensuite, il y a la réforme des retraites, on a réussi à se mettre à dos le syndicat principal, et là, sur les agriculteurs, on fait la même chose. Et ensuite, on fait en sorte d'organiser un grand débat, et on fait tout de toute façon pour déjà retourner la responsabilité. Donc je vois pas où on va en venir, quoi. C'est très difficile pour les agriculteurs et je les plains et j'espère que de toute façon ils vont obtenir gain de cause. Est-ce que, c'est la question que pose finalement Simon, est-ce que les annonces gouvernementales sont lisibles pour un syndicat agricole comme la FNSEA, Philippe Jougla? Il en manque un peu, elles sont complexes, elles sont pas lisibles pour nos adhérents, elles sont pas lisibles pour les agriculteurs, elles sont très difficiles à vendre. Quand on va au fond des choses, oui, il y a des éléments intéressants, mais qui sont extrêmement compliqués à vendre. Et le salon, aujourd'hui, enfin le salon, peu importe ce qui va se passer avec Emmanuel Macron, peut-être en discutant avec Béchu, avec Fesneau, avec ces gens-là, vous pensez qu'il y a un dialogue possible et une avancée possible, voire même avec le Premier ministre? Oui, de toute façon, enfin pour la FNSEA... On a l'impression qu'il y a une proximité un peu plus importante avec et le ministre de tutelle et Gabriel Attal, qui lui est allé aussi au contact. Je ne sais rien, je ne parle pas au nom de la FNSEA, je suis modestement de la région Occitanie, mais dans tous les cas, ce qui fait l'ADN de la FNSEA, c'est notre volonté de toujours discuter, de toujours construire des solutions. Donc on les fera effectivement avec les interlocuteurs qu'on aura. Ce qu'on demande, c'est que si les politiques viennent au salon, et si la majorité vient au salon, c'est avec du concret, avec des annonces, avec des choses à travailler. S'ils viennent pour se montrer, ils seront très certainement mal reçus. En fait, je pense que c'est quelque chose qui est relativement normal. Oui, et je crois que c'est assez clair, en tout cas, dans votre discours. Merci, en tout cas, beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Philippe à vous. Jougla, président de la FNSEA Occitanie. Dans un instant, le Qui c'est qui l'a dit, le quiz de l'actu avec Simon, qui est avec nous de Perpignan, qui, j'espère, va essayer de renverser cette belle victoire de Philippe Bilger hier. Vous restez avec nous. Allez, à tout de suite. Bienvenue dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Philippe Bilger, Benoît Perrin, mais c'est pas possible. Hein. René Chiche sont avec nous autour de table, avec Simon qui était avec nous. Et Simon, on mise tout sur vous. Mais tout. Alors là, je vous dis pas la pression que vous avez pris d'un coup là. Il y a l'appartement de Philippe David, la voiture de Philippe David. Le vôtre. Le salaire. Ah non, pas le vôtre. Non, c'est pas aujourd'hui. Ah bon. Non, c'est on a tiré au sort, c'est vous qui avez gagné. Allez, tout de suite, le quiz de l'actu.
Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et on démarre avec cette question. Qui c'est qui l'a dit? 2 points. C'est attention, écoutez On laisse bien. Simon répondre et René ensuite, Chiche, voilà. soyez attention, extrêmement attentif. Sur le salon de l'agriculture, je ne sais pas ce qui se passera demain matin. Simon. Le président de la FNSE. Bonne réponse de Simon, c'est Arnaud Rousseau, le président de la FNSE. J'ai envie de dire la classe à Dallas. À Dallas, absolument. Ça, c'est vrai. J'ai envie de le dire, moi je l'ai dit d'ailleurs. C'est une question à 3 points, Simon. Qui c'est qui l'a dit en parlant de 2027 ? Je sais où je vais. Simon. Je sais où je vais. J'ai levé Attendez. le premier. Attendez. Non, c'est moi. J'ai levé le bras. Philippe, premier. c'est moi qui ai levé. Dites un truc. Simon. Édouard. Non. Simon, c'est Simon qui parle. Ah oui, mais. Non, bah non. Blanc gaucha, allez. Il est Édouard. C'est parti. Philippe Édouard. Non, Philippe, c'est moi, c'est moi. Vous avez dit Édouard Balladur. Ouais, exactement. Moi j'ai dit Philippe. Non, un point pour Benoît. 3 points pour moi. Question suivante. Bon allez, on fait un 3 points collégial. C'est pas juste. Excuse-moi, Simon n'avait pas répondu. C'est pas juste. Mais non. Non, mais il savait pas. Cécile. Il savait pas. Cécile, Bah, moi, soyez la semaine déloyale. La semaine dernière, j'ai été floué. Mais il ne savait pas. Allez, bon allez, on va Ce qui est mettre bien, 3 c'est que points Philippe aux 3. Bilger. Non. Si, monsieur. Non, 3 points pour moi. Monsieur, je vous demande de vous arrêter. Ce qui est bien, c'est que Philippe Bilger a commencé en disant moi j'ai gagné 4 fois, je m'en fous de cette. En plus, il a gagné que 3. Non, 3 points, ils 3 merci points Philippe. pour moi, monsieur l'arbitre. Allez, on y va. Et ça a été procureur, ça. Simon, écoute, c'est très bonne cette vanne. Écoutez bien cette question. Sur la procédure d'expulsion de l'imam Majoubi, le contradictoire n'a pas été respecté. Qui a dit ça? Simon. C'est une femme. Madame Belloubet. Non. Manon Aubry. Bonne réponse de René Chiche, Manon Aubry. Là d'accord. Eurodéputée, elle est Personne ne discute. Non, Oui, Là, bah c'est logique. Tout hein. à l'heure, Là, c'est limpide. Vous Ouais. discutez pas. Bah non, les il deux est tout points. seul. Qui Ah c'est oui, qui d'accord. l'a dit? C'est une question à 1 point. Je considère que les soulèvements de la terre, leur mode d'expression, c'est le casque, le masque et le cocktail Molotov. Simon. Ça, je l'ai entendu. Ministre Darmanin. Fesneau. Bonne réponse, Marc Fesneau. Bravo. René Chiche a été un poil plus rapide. Oui, ça c'est clair, il l'a dit. On va lui laisser le point. Tiens, Là, il y a. Ouais. Là, il n'y a pas de débordement, tout va bien. c'est parfait. À vous, Cécile. Bah oui. Question, qui c'est qui l'a dit? À 2 points sur l'immigration. Une partie de la classe politique ne veut pas recourir au référendum de peur que le peuple vote mal. Simon. Ça pourrait être Retailleau. Bonne réponse de Philippe Bilger. J'ai dit ça pourrait être. Oui, mais Simon n'a pas répondu. Là, je vous donne les 2 points, Philippe Bilger. J'en ai plus 3. Je peux éveiller une petite chose. Non, vous pouvez pas. Parce que je on n'a pas le remarque temps. que Cécile a regardé avec dans l'œil Retailleau à chaque Ah oui, fois. quand c'est Retailleau, Marlex ou Ciotti, elle regarde Philippe Bilger. 2 Vous avez- plus 3. Non mais Mais non, c'est 2. Là, c'était Non, quoi? excusez-moi, excusez-moi, pardon. S'il y a 3 choix, Retailleau, Ciotti et Marlex, Retailleau sur le comment premier. voulez-vous qu'ils sachent l'un des 3? Voilà, c'est ça, c'est tout. Allez, Simon, question. Alors là, ça sort complètement de la politique, mais il y a la question dans la réponse et je l'ai trouvée amusante. Qui c'est qui l'a dit? Dans le rap, maintenant, toutes les écoles sont possibles. Avant, il y avait une dictature solarienne. Maintenant, chacun peut arriver avec son identité. MC Solar. Bonne réponse de Simon. Simon, bravo. Oh, vous êtes mon idole, Simon. Ah bah c'est l'as de trèfle typique, votre cœur. Qui c'est qui l'a dit? 3 points, attention. Il n'est pas acceptable que le gouvernement, pour répondre à la colère des agriculteurs, dise qu'on va abaisser les normes environnementales. Ce n'est absolument pas le bon chemin. Simon. C'est une LV, ça. Non, c'est une LFI. Non, c'est encore plus loin. LFI, le panneau. Non. Autain. Bonne réponse, Clémentine Autain, 3 points pour René Chiche. Allez, dernière qui c'est question. qui l'a dit? La dernière, c'est à 3 points. Ça va Qui c'est qui l'a dit? Nous combattons les soulèvements de la terre sur le plan idéologique et nous dénonçons leur méthode d'intervention. C'est un ministre. Simon.
Marc Fesneau, peut-être. Non. On pourrait dire Darmanin. Non. Il s'occupe de l'Europe. L'Europe. Jean-Christophe Barrot. Non. Jean-Noël Barrot. Bonne réponse de René Chiche. Mauvais. Non. Bah oui, c'est pas bon. Il a dit. Ah, mais Jacques Barrot est mort. Vous voyez, pour l'instant. Mais non, il n'a pas dit Jacques Barrot, il a dit Jean-Christophe. Moi, j'ai entendu Jacques Barrot. Non. Son père. Non. Philippe Bilger, quand je vois votre comportement, j'ai envie de vous envoyer derrière les barreaux. Vous voyez ce que je veux dire? Excellent. Bon, allez les amis, qui a gagné? René Chiche. Même en lui retirant les 3 points que je lui ai mis ex aequo avec Philippe Bilger, il gagne quand même. Alors le problème est réglé. Quand je suis là, il gagne pas, Philippe. Il gagne pas. On enlève les. Il en reste 9. Non, j'en ai que 3. Allez, les amis, on remercie Simon. Merci beaucoup Simon d'avoir en tout cas tenté. Vous étiez, c'était très sympa d'être avec vous aujourd'hui. Et j'allais dire bon retour à Perpignan, mais ça tombe bien, vous y êtes déjà. Donc c'est très bien. On vous embrasse, Simon. Merci, c'est vendredi. On vous souhaite un très bon week-end et puis on espère de vous revoir très vite. Allez, dans un instant ou dans une petite dizaine de minutes, ça va aller vite, le tour de table de l'actu. Qui réfléchit à l'Élysée? Ouais, voilà. Le cinéma français, ça va et ça va pas. Avec Benoît Perrin. Monsieur le maire, pour faire des économies, osez examiner la sphère sociale. Allez, on en parle dans un instant, soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et dire qu'on nous avait proposé à Philippe David et moi-même d'être sur une plage en maillot à siroter des mojitos, vraiment, ou des jus de fruits, des choses comme ça, et qu'on a préféré rester à l'antenne. Ah mais sans hésiter, avec les vraies voix, c'est tellement addictif. Mais je comprends, parce qu'il y a Philippe Bilger, parce qu'il y a René Chiche. Bon, René Chiche, on serait parti quand même. Moi j'aime bien. Il y a Benoît bien, Perrin. châtie bien. Absolument. On vous aime beaucoup quand vous êtes chez vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Voilà, en tout cas, on est ravis de vous accueillir. Dans un instant, vous avez la parole. On part où? On va partir dans les Deux-Sèvres, où, comme dans beaucoup d'autres départements, des jeunes agriculteurs se sont rendus dans des supermarchés Leclerc aujourd'hui. Et c'est toujours intéressant de regarder les infos dont personne ne parle alors qu'elles sont essentielles. Mercredi, dans la plus totale discrétion, l'Union européenne a prolongé l'exonération totale de droits de douane pour les produits agricoles ukrainiens rentrant dans l'Union européenne. Des produits ukrainiens qui font une concurrence déloyale à nos agriculteurs, puisqu'ils sont produits selon des normes qui n'ont rien de comparable à celles qui sont imposées à nos agriculteurs. Pourtant, on leur soutient mordicus et pas minibus, qu'on va les protéger contre le dumping social, environnemental et sanitaire, en particulier en refusant de signer l'accord avec le Mercosur. Mais à quoi bon ne pas signer avec le Mercosur si le dumping social, environnemental et sanitaire vient d'Ukraine plutôt que du Brésil? Un dumping qui rend un prix, si on en croit Yann Nedelec, directeur de l'interprofession de la volaille de chair, pour qui, je cite, à Rungis, le kilo de filet de poulet français s'achète 7 €, le kilo de filet de poulet ukrainien environ 3 €. On comprend le courroux de nos agriculteurs. Serge Lama chantait « Je suis cocu mais content ». Nos agriculteurs, contrairement à lui, sont cocus mais pas contents. On attend avec impatience les explications du chef de l'État demain au Salon de l'Agriculture. Philippe Bilger. Vous avez raison, vous êtes anti-ukrainien sur ce plan et pro-ukrainien pour le reste. Mais je me demande parfois si vous n'aimez pas ces sujets parce que ça vous permet de montrer votre prononciation éblouissante du Mercosur. Mercosur. C'est vrai. Mercosur en portugais. Qu'est-ce que vous en pensez, Benoît Perrin? C'est un peu l'exemple du libre-échange. C'est vrai qu'on est tous pour la libre concurrence, sauf qu'il faut qu'elle soit à peu près égale. Et là, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a plein de produits qui sont importés en France, ce que vous avez très bien dit, Philippe, avec des exigences qu'on impose à nos agriculteurs et qui, du coup, c'est une vraie concurrence déloyale. Alors justement, concernant le Mercosur, comme vous avez dit, Philippe... Si, seigneur. Non, justement, demain, lors du grand débat, j'espère que des agriculteurs vont poser des questions concrètes au président sur ce sujet précis. Comment pouvez-vous très bonne. Bravo. Comment pouvez-vous tenir un discours en France, un autre discours à l'international? Donc ça sera justement l'occasion de voir s'il va pouvoir répondre avec des choses concrètes. Allez, en parlant de choses concrètes avec vous, Félix Mathieu, vous avez la parole. Et on part dans les Deux-Sèvres où des jeunes agriculteurs se sont rendus dans plusieurs supermarchés Leclerc aujourd'hui pour dénoncer la guerre des prix, voire, effectivement, on y revient, la concurrence des produits importés sur du moins-disant social et environnemental. Bonsoir Quentin Osmond.
Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs dans les Deux-Sèvres. Vous avez bloqué notamment un Leclerc de Niort aujourd'hui, après avoir procédé à des contrôles d'origine des produits hier. Vous leur reprochez quoi finalement à Leclerc ? Aujourd'hui, c'est très clairement tout ce qui est la grande chaîne alimentaire de la base de la base de Leclerc. Faut dire ce qui est. Michel-Édouard Leclerc nous prend pour des pigeons, à faire rentrer des produits et à se prendre des marges abominables sur des matières premières agricoles, et que le consommateur en paye aussi une grande partie de sa poche. Donc à un moment donné, il faut taper du poing sur la table, quoi. On a cette loi Egalim qui était censée faire respecter les prix d'achat pour les producteurs. Ça n'a pas fonctionné. Donc Leclerc, par exemple, on en est où à ce niveau-là ? Vous savez comme moi qu'il y a déjà 2 volets de la loi Egalim qui n'ont pas été mis en place, et là il parle d'un troisième épisode pour cet été, avec une réécriture de cette loi Egalim qui, on sait très bien, ne finira jamais par aboutir, parce que, comme vous l'avez dit, j'entendais tout à l'heure, les libres-échanges, oui certes ça a été un refus de tout traité, mais il y a quand même de la viande ukrainienne qui rentre, et je passe les autres pays européens avec un cahier des charges qui est complètement différent du nôtre, et on nous impose des lois qui dans nos pays frontaliers nous sont interdites, et là-bas autorisées. Donc c'est pas normal. On a parlé récemment des négociations commerciales entre distribution et agriculteurs. C'est toujours techniquement possible, malgré Egalim, de vous acheter votre production sous vos coûts finalement de production. Oui, c'est toujours possible, bien sûr. Après, les négociations commerciales ont une fin, bien entendu, mais c'est toujours envisageable de le faire. Et c'est ce qui se fait. Pas partout, mais oui, certains le font, certains jouent le jeu. Faut pas dire. Mais est-ce que finalement Michel-Édouard Leclerc, lui, il joue forcément avec la législation qui est pas vraiment appliquée? Est-ce que c'est lui qui est responsable, ou c'est les organisateurs de cette loi qui eux sont responsables? Ils devraient aller chez Leclerc en disant: vous ne respectez pas cette loi. Mais comme l'a dit Monsieur Attal, il y a des contrôles qui seront mis en place par rapport à cette loi. Bon, il y a eu déjà quelques contrôles, aucune sanction, juste des rappels à la loi. Mais bon, à un moment donné, c'est qu'il va falloir taper plus fort, parce que c'est bien beau, mais déjà, si l'État met cette loi en place, on aura plus de poids, nous, en tant que producteurs. Mais là, pour l'instant, c'est les GMS qui font les grandes et moyennes surfaces qui font leur prix, quoi. Bien sûr. Pour quelqu'un qui a l'esprit lent, en quoi Michel-Édouard Leclerc ne respecte pas cette loi? Parce que c'est lui, en fait, qui fixe ses prix. Oui. D'accord. Qui impose aux agriculteurs. Voilà. Et qui impose aux agriculteurs et à la grande industrie. Et ensuite, qui pose aussi ses marges sur certains produits au niveau de ses enseignes. Enfin, de son enseigne, pardon. Oui, parce que là, vous tapez sur la grande distribution et aussi, du coup, j'imagine, sur les industriels. Les industriels de l'agroalimentaire, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Oui, il y a un gros travail à faire là-dessus aussi, parce que... c'est toute la chaîne, en fait. C'est toute la chaîne qui est responsable. Il y a énormément d'intermédiaires. Alors, c'est sûr que si tout le monde prend une marge à un moment donné, nous, on est payé déjà... on n'est pas payé bien cher, mais par contre, le consommateur, le tout, lui, c'est lui qui trinque. On est tous consommateurs, malgré qu'on ne le veuille pas, on est tous consommateurs. C'est vrai. Et on trinque tous, à un moment donné, que ce soit sur n'importe quoi. Bon, en tout cas, on est ravis de vous avoir donné la parole grâce à Félix Mathieu. Quentin Haussmann, merci beaucoup. Merci à vous. Secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs des Deux-Sèvres, et on souhaite effectivement que les choses aillent dans le bon sens pour vous. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Dans un instant, le tour de table de l'actu avec Philippe Bilger. À l'Élysée, est-ce qu'on réfléchit? On se pose des questions, ça c'est un vrai problème. Benoît Perrin. Monsieur le maire, pour faire des économies, osez examiner la sphère sociale. Et René Chiche? Le cinéma français, ça va ou ça va pas? Et moi j'ai la réponse. Allez, tout de suite. Et c'est pas du cinéma. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Il y a des sujets que nos vraies voix ont envie de porter, et c'est le moment du tour de table de l'actu avec Philippe Bilger, avec Benoît Perrin et avec René Chiche. Vous pouvez bien entendu les commenter, vous êtes les bienvenus. Tout de suite, le tour de table de l'actu. T'as regardé les actualités régionales? Tour à tour, finaux. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on avait le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité, et je lui donne. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger, vous posez cette question: qui réfléchit à l'Élysée? D'ailleurs, le président de la République vient de tweeter. Oui. Écoutez ça.
Je le lis, vous le lisez comme vous voulez. C'est très long. Il dit, depuis le premier jour, je suis engagé aux côtés des agriculteurs et pour la souveraineté agricole et alimentaire de la France. Depuis le début de la crise actuelle, j'ai demandé au gouvernement d'apporter des réponses concrètes avec un suivi méthodique. C'est ce qui est en cours. Le Salon international de l'agriculture est un moment important pour nos agriculteurs comme pour la nation. Chacun doit le respecter. Les syndicats agricoles ont voulu que ce soit le salon ne soit pas un salon comme les autres. Ils avaient voulu un débat ouvert. Ils en demandent aujourd'hui l'annulation, dont acte. J'inviterai demain matin tous les syndicats agricoles avant l'ouverture officielle du salon. Je serai là pour l'ouvrir et irai au contact de tous ceux qui veulent échanger, comme je fais chaque année, fier de notre agriculture, fier de nos agriculteurs. Je suis pas persuadé que ça va être décisif, mais bon. Plus sérieusement, à propos de mon actualité, je cite assez souvent Michel Rocard, qui disait: on a tort en France de croire qu'il y a du complotisme, alors qu'il y a souvent, pardon ma chère Cécile, vous qui avez toujours un langage parfaitement châtié, ah bon ? Il y a souvent de la connerie. Voilà. Ouais. Pardon. Et à propos de l'Élysée, on avait le droit de s'interroger: comment peut-on, dans le haut lieu de la démocratie française, alors que le mouvement Les Soulèvements de la Terre avait été qualifié d'éco-terroriste, qu'il a saccagé un certain nombre de bassines et autres, comment peut-on avoir l'idée saugrenue de l'inviter alors qu'on veut s'attirer la sympathie du monde agricole? Franchement, je me demande qui administre l'Élysée. C'est assez affligeant pour notre politique. Mais je ne peux qu'approuver ces propos, puisque je parlais d'un fiasco, d'un dégât. Mais moi, j'ai l'impression qu'on assiste, alors qu'il y a encore 3 ans, déjà à la fin d'un règne vraiment, et de plus en plus déliquescent. C'est long, 3 ans. Oui, c'est ça, c'est ça le problème. C'est ça qui fait peur, c'est qu'il y a encore 3 ans à tenir. Et depuis quelques mois maintenant, je trouve que le président de la République et aussi son entourage accumulent les bévues sur bévues, etc. Et je me demande comment ça va en finir. Ça ne peut effectivement qu'amplifier une sorte de jacquerie, non pas des paysans, mais une jacquerie populaire. Et ça me fait un peu peur. Parce que vu que le président de la République et, en l'occurrence, son cabinet Élysée donne de très très mauvais signes, ça fait peur. Et je sens qu'il y a maintenant de plus en plus une déconnexion. Je pose jamais de questions, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, Philippe Bilger, que Emmanuel Macron veut réconcilier toujours tout le monde ? Vous avez raison, mais c'est le problème du en même temps. Et là, en l'occurrence, ce serait vrai en général, Cécile. Mais là, je crois que c'est une stupidité politique en plus. Ce sont des gens, on se demande, et je l'ai noté dans d'autres affaires à l'Élysée, j'ai l'impression que la coordination ne se fait pas, qu'il y a des services étanches par rapport à d'autres, et que chacun son petit chemin, comme si les vraies voies n'étaient faites que de la voix de René Chiche ou de Benoît Perrin. qu'il n'y ait pas de sorte de synthèse. Allez, Benoît Perrin, quand on veut aider les gens, on tire pas la couverture à soi. Et en fait, c'est le salon de l'agriculture, donc c'est le moment dans l'année où on peut entendre les agriculteurs dans les médias. Et avec effectivement les intellectuels qui nous gouvernent, et ben on s'aperçoit de quoi ? Que ça va être finalement le salon d'Emmanuel Macron. Alors que justement, il était censé permettre aux gens qui ont rarement justement les micros de pouvoir s'exprimer. C'est le premier point. Le deuxième point, ça me fait penser à la phrase, vous savez, de Borloo qui avait dit en 2008, Sarkozy, c'est le seul qui a été obligé de passer par l'Élysée pour devenir Premier ministre. Oui. Et ben vraiment, Emmanuel Macron, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il va rentrer dans des sujets très techniques alors qu'il devrait être là pour donner une vision et pas pour répondre à des sujets techniques. Les sujets techniques, c'est soit le ministre de l'Agriculture, soit le Premier ministre. Et ben là, il va dans la fosse au lion pour vraiment parler technique, alors qu'il devrait parler vraiment stratégie et vision, notamment de souveraineté alimentaire, qui est quand même le sujet central qui est dans l'esprit de tout le monde. Benoît, puisque vous avez la parole, j'ai envie de dire, c'est à vous. Je vais revenir à quelque chose de très terre-à-terre. Oui, comme d'habitude. Merci. C'est le principe Cécile. De votre métier. Mais c'est le principe, voilà. Vous avez raison. Mais le terre-à-terre a du sens, et c'est pas les agriculteurs qui vont m'en contredire. Alors, pour rappel, le gouvernement qui avait basé son budget sur une hypothèse de croissance à laquelle personne ne croyait, donc 1,4%, s'est enfin résolu à regarder la réalité en face et à corriger cet objectif à 1%. Moins de croissance et moins de ressources. Donc, pour tenir ses engagements européens de déficit, le ministre de l'économie a dû trouver en urgence, au début de semaine, 10 milliards d'euros d'économies. 10 milliards d'euros d'économies, c'est juste 2% du budget de l'État.
Économie légitime sur le budget de l'État, mais avec surtout des marges de manœuvre qui sont nombreuses. Mais une fois de plus, comme tous ses prédécesseurs, le gouvernement fait preuve d'une certaine lâcheté en regardant uniquement vers l'État, tout en détournant de son regard d'autres gros gisements d'économie, les collectivités locales et la sphère sociale. Savez-vous par exemple que sur 1000 € de dépenses publiques, 57% concerne la protection sociale. Donc, si vous voulez faire de véritables économies, c'est aussi dans cette direction que le gouvernement devrait orienter ses efforts. Et si l'on regarde avec attention cette catégorie de dépenses, on peut s'apercevoir que 80% des dépenses, en l'occurrence donc de la sphère sociale, sont consacrées aux retraites et à l'assurance maladie. Savez-vous par exemple que les retraites représentent 25% du budget de l'État ? Et que les retraites, contrairement aux comptes qu'on veut nous raconter, sont basées uniquement sur 65% de répartition. Le reste, c'est des impôts et des subventions. Donc autrement dit, si on veut s'attaquer au sujet des dépenses de l'État, il faut absolument aller sur un domaine qui est effectivement très dangereux politiquement, c'est-à-dire aller sur le sujet des prestations sociales qui sont un énorme gisement d'économie. Très concrètement, lutter contre la fraude, lutter contre les Mais la fraude, c'est combien par exemple ? Alors c'est à peu près 100 milliards. D'accord. 100 milliards d'économies, fraude sociale, fraude fiscale. On n'en parle jamais, malheureusement, parce qu'effectivement, c'est toujours très difficile d'aller chercher des fraudes, justement au contact des fraudeurs. Ouais. Et puis, je pense qu'il faut aller, si on veut réconcilier la France avec le travail, il faut aller aussi sur des pans d'abus du système. Typiquement, le fait de pouvoir aller 10 fois chez un médecin pour la même pathologie, ça me semble pas et donc du coup d'être remboursé 10 fois, ça me semble pas être un système sain. Donc, autrement dit, il faut vraiment du courage politique pour essayer de voir les limites de cet État-providence qui est effectivement un joyau, mais à force de tirer sur la corde, ça va finir par s'écrouler et on va avoir demain un budget qui va continuer de creuser son déficit. Mais les Français sont contre la fraude puisqu'ils râlent contre les fraudeurs. Alors les sujets, effectivement, les Français sont contre la fraude, mais la vraie difficulté, c'est là à la fois la fraude et le gouvernement, encore une fois, a toujours du mal à s'attaquer parce que quand on s'attaque à la fraude, on se dit on s'attaque aux pauvres, alors que je pense que les pauvres par nature ne sont évidemment pas des fraudeurs. Et deuxièmement, je crois que le sujet important, c'est surtout les limites du système, d'une générosité extrême envers tout le monde. Et du coup, il y a des gens qui jouent de ce système-là et qui continuent à tirer sur la corde en toute légalité. Non, mais lutter contre les fraudes, bien sûr. Mais par contre, lorsque vous évoquez, cher Benoît, s'attaquer à la protection sociale, à la sécurité sociale, etc., je trouve que ce n'est pas d'actualité. On peut pas aujourd'hui, alors que beaucoup de Français souffrent et sont finalement protégés par effectivement le régime social français, qui est un peu, entre guillemets, l'une des fiertés de la France. Il est même envié dans le monde, même s'il y a des problèmes, effectivement. Il y a des fraudeurs, effectivement, qui ne sont pas d'ailleurs que... Il y a des fraudeurs, il y a tout un système qui dissuade au travail. La difficulté, c'est ça. Oui, vous avez un discours quand même qui s'attaque, vous voyez, vous dites la protection sociale, les retraités. Vous savez, les retraités, si on commence à s'attaquer à eux, il n'y a pas beaucoup de retraités qui sont actuellement très satisfaits de leur pension, franchement, ils sont très rares. Donc si tout d'un coup, on dit... avec tout le respect que j'ai pour vous, si on dit tout d'un coup, dans le cadre d'un plan d'économie, on va falloir s'attaquer aux protections sociales, etc. D'abord, comme l'a dit Cécile, je pense pas qu'il y aurait un véritable engouement des Français. C'est même pas du courage. Je pense que là, il faut quand même que les Français et les couches quand même moyennes ou défavorisées soient quand même protégées. Moi, je trouve que c'est quand même la fierté de la France. Il y en a qui sont longs, tout de même. Attendez, Philippe. Juste un mot, d'ailleurs, Benoît, heureusement, depuis quelques mois, le sujet a déjà été traité, mais pas aussi bien que par vous. Rappelez-vous Charles Prats et tout ça, on le met en évidence. Qui a écrit 2 livres, Cartel des fraudes 1 et 2. Voilà. 100 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent quand même. Ah oui. C'est énormément d'argent. Ça nous aiderait bien. C'est 2,5 fois le budget de la défense, alors c'est vraiment beaucoup d'argent. Je vais réfléchir à ce sujet, je vais voir si je peux pas trouver une possibilité. Sophie qui croit qu'elle a le bras hyper long. Dans un instant, on va parler cinéma avec René Chiche. Tout à fait. On va parler cinéma. Avec César oblige, on va parler cinéma du bon côté et cinéma du mauvais côté. Ah ben écoutez, on a hâte. On fait une petite pause et on revient dans un instant. Les vrais voix jusqu'à 19h.
On est vendredi, forcément le salon de l'agriculture ce week-end. On va parler rugby aussi ce week-end. Absolument, destination. France-Italie à Lille à 16h. Bah oui. Et puis les Césars ce soir. Et c'est le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix. Et c'est vrai que c'est un sujet dans le sujet. Voilà. Le César, René Chiche. Ça tombe bien, c'est l'actualité. Donc oui, j'ai bien choisi mon tour d'actualité. Alors, je disais, le cinéma, ça va et ça va pas. Alors pourquoi ça va ? Vous l'avez assez brièvement, mais très brillamment dit tout à l'heure. C'est vrai. Effectivement, il y a près de 20% d'augmentation en 2023. Vous ne disiez pas la même chose pour le qui c'est qui l'a dit. Je peux terminer, monsieur Philippe David. Vous ne l'encensiez pas pendant le qui c'est qui l'a dit. Non. C'est la géométrie variable. Allez, vous voyez, je commence à parler, on m'arrête, on m'interrompt, laissez-moi terminer. Mais c'est bon, là, Non mais monsieur le procureur, laissez-moi terminer. Merci. Donc, effectivement, à peu près 20% d'augmentation, une embellie extraordinaire pour les entrées, beaucoup de films français qui sont d'ailleurs à l'origine de cette réussite d'entrée en salle, des films comme Astérix, comme Tirailleurs d'Omar Sy, des films et aussi des films qui sont ce soir d'ailleurs nominés au César. C'est ça qui est bien, parce que souvent, comme on le disait tout à l'heure, des fois, il y a pas une adéquation entre les goûts du public et les goûts de la profession. Et là, par exemple, Anatomie d'une chute, mais aussi Le règne animal, ont été de grands succès en salle. Donc ça, c'est quand même l'embellie du cinéma français qui est quand même formidable. Et il faut quand même pas oublier que le cinéma, ça reste la première activité de loisir des Français. Hein. C'est le cinéma. Donc, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas la pétanque ou autre chose, c'est le cinéma. Donc ça, c'est les bonnes choses. Je pense que ce soir, les gens en seront heureux. Mais alors, bien sûr, là où ça ne va pas, c'est ce que j'appelle donc ce grand déballage dans le cinéma français d'aujourd'hui, avec toutes les affaires dont on a entendu, qui datent déjà depuis quelques années. Hein. Ça avait commencé déjà avec Polanski, souvenez-vous. Ensuite, il y a eu l'affaire Enel, avec le réalisateur Christophe Ruggia, qui a été mis en examen. Adèle Haenel qui en a remis une couche, là, non pas sur Christophe Ruggia, mais sur Bruno Dumont, qui vient de sortir un film qui s'appelle L'Empire. Elle a accusé le film d'être raciste et que le réalisateur était raciste. Bon, elle n'arrête pas. Et puis, bien sûr, il y a aussi maintenant l'affaire Godrèche, avec Jacot, Doyon, à laquelle se sont jointes, à juste titre ou pas, ça je ne sais pas, Anna Mouglalis et Isil de Besco. Et tout ça donne quand même une image quand même assez glauque du cinéma français. Et en plus, ça a démontré toute cette histoire qu'il y avait un véritable conflit de génération maintenant dans le cinéma français. Il y a une véritable scission. Qu'est-ce qui vous dérange finalement que les Césars deviennent un étendard, c'est ça ? Alors déjà, c'est ce climat dans cette famille du cinéma qui s'expose vraiment maintenant à tout va, publiquement, des noms d'oiseaux. Ce soir, il y a Judith Godrèche qui va, paraît-il, faire un discours. On verra ce qu'elle dira, mais bon, pourquoi choisir finalement cette soirée des Césars pour faire un discours, alors qu'on l'a quand même beaucoup entendu dans les médias ? Et aussi, je terminerai là-dessus, je ne veux pas être trop long, c'est depuis l'affaire Depardieu, il y a aussi donc ce conflit de génération, puisque il y avait une tribune qui a été signée par les gens en faveur, entre guillemets, de Depardieu, et la plupart des signataires étaient des gens d'un certain âge, entre guillemets. Il y avait Fanny Ardant, Nathalie Baye, de Pierre Richard, etc. Et même l'affaire Godrèche a encore montré cette scission générationnelle, puisque la grande actrice que j'adore, Annie Dupéré, vous avez vu, elle a dit non, c'est pas si grave que ça. Et ça a provoqué un tel tollé qu'elle a dû s'excuser et même, je crois, démissionner d'une association. Donc ce soir, la grande famille du cinéma, comme on dit, que je connais un peu, va être plus que brisée. Et je trouve que pour le grand public, ça donne en plus une image un peu noire. Maintenant, si les gens vont en salle, c'est bien sûr l'essentiel. Philippe Bilger, le cinéma américain avec l'affaire Epstein, c'était un peu pareil. Je ne comprends pas pourquoi nous avez conseillé Tirailleurs. Si on a envie de tirer ici, ça nous regarde. Non, je ne le conseillais pas, Philippe. Je disais que c'était l'un des grands succès l'année 2023. Il a fait une blague, vous l'avez pas compris. Tire ailleurs. Parfois, je suis trop vif. Pardon. Tire ailleurs ou pousse ici. Et le comble, c'est qu'il se vante. Le génie René Chiche. J'étais dans ma réflexion, était brillante. Mais sinon, votre réflexion sur les Césars, elle est un peu négative. Parce que ça va être une soirée passionnante, j'en suis persuadé, et sur les cinémas, et sur les polémiques qui vont naître avec Judith Godrèche. Ça va être formidable. Moi qui adore les orages, je vais être gâté. Ça devient un peu je ne dis pas que ça... Non, comprenez, vous avez déjà été trop long. Ça va pas être passionnant. Je vous dis que ça va donner une image quand même
d'une famille un peu brisée, où il y aura plein de gens du cinéma qui ne seront pas là. Moi, je suis d'accord avec vous, René, c'est pas le moment, en fait. Voilà, exactement. C'est ce que je voulais dire, exactement. Voilà. C'est pas ce soir qu'il faut dire ça. On règle ses comptes. Vous savez, Cécile, ce que ça me rappelle, je termine. S'il y a un moment, un endroit où il faut le dire, non, excusez-moi. Vous savez, quand j'étais au Festival de Cannes, il y a eu quand elle a reçu la Palme d'Or, Justine Triet, elle a fait son discours anti-Macron. C'était pas le moment de faire ça. Le monde entier l'a regardé. Mais on le fait quand, alors, à votre avis? Écoutez, Judith Godrèche, elle a l'occasion de le faire dans plein de médias. Mais pour les Césars, c'est le jour ou jamais. Non, parce que les Césars, c'est une fête, c'est une cérémonie, on remet des prix. Excusez-moi, par exemple, lorsqu'à l'école, on remet des prix, je ne verrai pas d'un bon œil qu'une mère de famille ou un père de famille vienne dire « Ah ben, c'est ce que je veux dire. » Non, c'est là, essayons, ça n'empêche pas qu'on ne doit pas... Mais tous les Césars, c'était comme ça. Non, on n'a plus le temps. Pas comme ce soir. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps, mais il a parlé trop longtemps, franchement. Vous m'avez bloqué avec votre... Mais non, franchement, mais pour une fois, c'était pas mal. C'était pas mal. Merci, Cécile. Merci, Cécile. On en parlera pas. Il a été trop long. Il a fait son cinéma. Il a fait son cinéma. Voilà, monsieur cinéma. Merci René Chiche. Allez, dans un instant, on va revenir sur cette guerre Russie-Ukraine, alors que le conflit dans sa 3e année, la population ukrainienne est au bord de l'épuisement, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que la Russie a déjà gagné la guerre? Est-ce que vous pensez que cette guerre va durer encore longtemps? Est-ce qu'on peut envisager une solution politique? Et à cette question sur Twitter, une victoire russe totale est-elle envisageable? Eh bien, pour le moment, vous dites oui à 94%. On en parle avec Vladimir Fedorovski, qui est avec nous, ancien diplomate russe. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que finalement, Medvedev... Surtout écrivain russe-ukrainien. Oui, mais c'est parce que je le dirai après. En Europe, avec Napoléon qui face à la Russie qui sort la semaine prochaine. Absolument, mais je l'aurais dit tout à l'heure. Vous bougez pas, on revient dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche et Benoît Perrin. C'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Kiev a fait état mardi de dizaines d'attaques russes dans l'est et le sud de l'Ukraine. La Russie met à profit le retard de l'aide occidentale. Nous avons un gros problème, parce que nous manquons d'hommes. Les gens ont perdu l'enthousiasme qu'ils avaient au début de la guerre. Les forces armées ukrainiennes sont dans un état extrêmement critique. Après les lourdes pertes, elles n'ont plus la force d'atteindre un tournant stratégique. Et donc, après 2 ans de guerre en Ukraine, l'ancien président russe, Medvedev, estime que la prise de Kiev serait un objectif possible pour son pays, la capitale ukrainienne, où le président Zelensky évoque des situations extrêmement difficiles sur le front, avec un manque d'hommes et des munitions. Oui, alors parlons vrai, est-ce que la Russie a déjà gagné la guerre? Est-ce que cette guerre va durer encore longtemps? Est-ce qu'on peut envisager une solution politique? Et à cette question, une victoire totale russe est-elle redevenue une hypothèse envisageable? Vous dites oui à 92%. Avec nous, Vladimir Fedorovski, ancien diplomate, auteur des livres Le diplomate venu du froid et de Napoléon face à la Russie, paix et guerre, qui sortira le 21 mars, les 2 publiés chez Ballant. On va faire un tour de table tout d'abord. Philippe Bilger, est-ce que pour vous, une victoire totale russe est redevenue plausible? Oui, alors si vous me le permettez, on m'a indiqué tout à l'heure qu'un formidable reportage sur Mariupol allait sortir dans très peu de temps à la télévision. Je me permets d'en faire... la publicité. La pub. Alors, pour l'Ukraine, je l'ai un peu dit tout à l'heure, partagé. À la fois, bien sûr, très peu de gens espèrent la victoire de la Russie, et je pense que jusqu'au moment suprême où elle pourrait gagner, je pense que les forces occidentales empêcheraient un triomphe absolu de Poutine. Mais deuxièmement, et là c'est une forme de pessimisme qui me saisit, et peut-être d'autres avec moi, on a le sentiment que la cause ukrainienne est tout de même, si vous m'autorisez cette vulgarité, mal barrée, parce qu'en réalité, on l'a dit tout à l'heure, les armes ne sont pas adaptées, il y a une force humaine et matérielle russe qui l'emporte, et le président Zelensky lui-même semble enclin au pessimisme, alors que jusqu'à maintenant, il avait tenu haut l'honneur de son peuple et un optimisme peut-être fabriqué, mais en tout cas qui était assez admirable. Benoît Perrin.
C'est vrai qu'il y a des éléments un peu nouveaux. C'est vrai qu'il y a les États-Unis qui apportent quand même une grosse aide, non pas financière, contrairement à l'Union européenne, mais militaire, qui avec le fameux PAC, qui a du mal à faire passer Biden. Avec l'arrivée de Trump, on en a parlé rapidement tout à l'heure. S'il arrive au pouvoir, il y a de grandes chances que le rapport de force s'inverse un petit peu. Et puis, ce qu'il faut pas négliger non plus, c'est quand même une certaine lassitude des opinions publiques européennes sur cette guerre. Et même le peuple américain, pardonnez-moi, Benoît. Mais vous avez raison, Philippe. Notamment, on a appris ce mois-ci que la France allait faire un chèque de 3 milliards d'euros à l'Ukraine. On a parlé tout à l'heure des 10 milliards d'économies qui étaient difficiles à trouver en raclant les fonds de tiroir selon Bruno Le Maire. Donc il y a des soutiens qui sont de moins en moins efficaces. Une opinion une opinion européenne commence à se lasser un peu du conflit, donc on le sait, beaucoup d'argent en jeu. Et puis troisièmement, un enlisement certain. On voit que depuis à peu près un an, il n'y a plus beaucoup d'avancées. Les Russes occupent à peu près 20% du territoire ukrainien. Petite parenthèse, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à suivre les gens qui disent oh là là, si les Russes, qui est l'objectif de Medvedev, qu'il a rappelé récemment, veulent atteindre Kiev, ils vont arriver en Europe. Moi, ils vont continuer leur progression. Ça fait 2 ans de guerre, ils ont à peine conquis 20% du territoire ukrainien. Je suis pas sûr qu'ils aillent beaucoup plus loin. Oui, alors effectivement, actuellement, la Russie, je dirais, a le vent en poupe. Pourquoi ? Parce que effectivement, l'Ukraine est en panne d'hommes, est en panne d'armement, est en panne d'argent. Bon, c'est vrai que la victoire, la prise de la ville d'Advika est une victoire un peu symbolique et importante quand même pour la Russie, parce que c'est leur première véritable prise de ville ukrainienne depuis Bakhmout, depuis donc à peu près 2 ans. Maintenant, moi, je ne crois pas que la Russie est en position actuellement de gagner. D'abord, la stratégie de l'Ukraine actuellement va être quoi ? Va être d'essayer de tenir, à mon avis, jusqu'en fin 2024. Vous voyez, ça risque d'être long, mais enfin, pour avoir ensuite des armes qui leur seront livrées par les États-Unis et l'Europe, parce que là, pour l'instant, ils sont encore en attente. Hein. Il y a des armes qui manquent. Donc l'Ukraine, pour l'instant, fait avec. Mais en plus, ce que je voulais dire aussi, c'est que bon, certes, je vous ai parlé d'Advika et de Bakhmout, c'est que vous nous direz demain. J'ai oublié mon Vous êtes trop brillant, René. J'ai oublié mon autre argument. Vladimir Fedorovski, quand on entend Medvedev, ancien président de la Russie, s'il vous plaît, qui dit aujourd'hui que Kiev, je cite, serait un objectif possible, est-ce que le but, désormais, c'est carrément l'annexion de l'Ukraine, et après Kiev, qui est quand même loin de la ligne de front, Lviv, et jusqu'à la Moldavie proche? Non, pas du tout. Medvedev, vous savez, il joue un rôle un peu, vous savez, de porte-parole de l'extrême. Il était autrefois trop libéral, maintenant il voudrait se rattraper avec ça. Non, pas du tout. Militairement parlant, sérieusement parlant, la Russie n'a pas de capacité militaire même maintenant d'occuper toute l'Ukraine parce qu'il faut avoir beaucoup plus d'hommes. Ils ont mobilisé, c'est vrai qu'il y a maintenant, vous savez, il y a beaucoup de volontaires là-bas qui payent, etc. Et du côté d'hommes, ils ont une grande réserve. Il y a au moins 200 000 hommes qui sont prêts à aller à l'offensive, mais il se retient, mais je ne pense pas, franchement, militairement, parlant, qu'ils vont aller au-delà de ça, le temps est là, et puis, banalement, il y a 15 fois plus de budget militaire aux États-Unis. Mais Vladimir Fedorovski, est-ce qu'il teste pas un peu l'Occident quand il envoie ses missives vers les États-Unis ou vers l'Europe ? Non, je pense qu'il provient parfois l'Occident. La situation est très dangereuse. Vous avez eu raison d'en parler. La seule nuance que vous avez dit qu'il n'y a pas de victoire si significative, la plus grande victoire russe, c'était évidemment l'échec total de l'offensive. L'Occident a donné toutes les armes possibles et imaginables, 120 milliards de dollars à donner pour l'offensive, et c'était un échec. Mais après cet échec, il faut dire que les Russes, maintenant, ils ont une stratégie agir étape par étape. Et il ne faut pas penser que... Mais l'Occident, il sera devant le choix difficile. Soit il accepte l'avancée russe, soit il doit aller au charbon. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous vivons maintenant le danger.
Si l'Occident intervient comme ça, s'il envoie les armes les plus sophistiquées, notamment les avions, les Russes ils vont réagir et ça peut être un dérapage pire que jamais. Vladimir, les Vraies Voix veulent vous poser des questions. Benoît Perrin. Monsieur Fedorovski, est-ce que vous pensez que si on part du principe que l'Ukraine devient officiellement, je dirais, un État neutre et n'entrera jamais dans l'OTAN, est-ce que vous pensez que c'est un argument qui fera arrêter la guerre du côté de Vladimir Poutine? Immédiatement. Moi, je suis ukrainien et vous savez, pour moi, c'est une énorme tragédie. J'ai jamais compris pourquoi l'Ukraine neutre ne peut pas exister. J'ai toujours pensé qu'on a tellement mal joué avant qu'on est arrivé à cette situation dangereuse. J'ai lu ce matin que de la part de Jean-François Colosimo, il disait on devrait permettre à l'Ukraine de porter la guerre en Russie. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai remarqué que les philosophes et lui, les spécialistes d'orthodoxie, ils sont les plus va-t-en-guerre. Moi, je considère tout le contraire, qu'il faut bien réfléchir. Je suis de l'avis de Chevènement, il y a une excellente tribune qu'il a publiée avec aussi Hubert Védrine, qui provient qu'on vit le moment charnière, le plus dangereux de l'histoire de l'Europe, et il faut maintenant utiliser non seulement les va-t-en-guerre, etc., mais aussi les gens qui réfléchissent les pensées de diplomates. René. Oui, monsieur Fedorovski, est-ce que vous pensez, comme je le pense, que Vladimir Poutine a toujours en lui ce rêve de reformer une sorte d'ex-URSS et que l'Ukraine est la première étape de sa stratégie? Je suis désolé de vous dire, c'est un fantasme. On ne peut pas refaire l'URSS. J'étais un des fossoyeurs de l'URSS. On ne peut pas faire ça. Son hantise, et c'est vrai, vous avez raison, il a une sorte d'hantise presque d'homme providentiel. Il veut défendre à tout prix la sécurité de la Russie et il agit à sa manière. D'ailleurs, je ne partage pas sa manière. Benoît Perrin. Est-ce que vous avez le sentiment? Ouais, non, je voulais juste demander dans quel état est l'armée russe aujourd'hui, parce qu'il y a assez peu d'informations qui arrivent chez nous. On connaît des choses sur l'Ukraine, mais la Russie c'est assez opaque. Dans quel état est cette armée? Pas du tout. Vous comprenez, vous rigolez, vous lisez. Lisez, vous savez, lisez le Sénat américain, ils ont tous les rapports sur l'État russe. C'est vrai, vous avez remarqué. Mais moi, je ne lis pas ce que dit le Sénat américain. Mais les Français ne lisent pas. Les rapports du Sénat américain, Blinken, il y a une excellente dame qui dirige les services secrets américains, Elvil Helms, qui s'appelle, je vous conseille de le lire. On connaît très bien. Les Russes, ils ont maintenant le vent en poupe. Vous avez utilisé un bon mot. Et surtout, il y a beaucoup de volontaires. Ils ont beaucoup de réserves. Ils ont augmenté, je crois bien, 5 fois plus de production de munitions. Il y a surtout le changement de complexe militaire industriel. Les gens travaillent 7 jours sur 7. Et c'est vrai que sur ce plan-là, ils ont l'avantage tout à fait certain. D'où vient d'ailleurs ce danger qui nous guette? L'Occident, il est devant le choix fatidique. Soit on va vers la guerre totale, soit on cherche la solution qu'on propose Védrine et Chevènement. Si vous étiez en charge des responsabilités, quelles premières mesures vous mettriez en œuvre pour favoriser une paix? Une paix, je commencerai les négociations tout de suite et j'aurais évité les excès de langage. Vous savez, la propagande maintenant remplace la politique réelle. Je pense qu'il faut revenir à la diplomatie et nous avons toute la possibilité. Je pense que la France peut jouer un rôle. Maintenant, la crise est majeure, sans précédent même, dans les rapports franco-russes, mais la France a gardé une aura particulière là-bas, grâce à De Gaulle, évidemment, et aussi grâce à Mitterrand. Retour de la tradition gaulo-mitterrandienne bienvenue, et c'était bien sensible dans ce que proposait Chevènement et Védrine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On arrive au bout de l'émission. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski, ancien diplomate soviétique, auteur des livres Le diplomate venu du froid et de Napoléon face à la Russie, paix et guerre, qui sortira le 21 mars, les deux publiés aux éditions Ballant. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci René Chiche, merci beaucoup Benoît Perrin, merci à vous au 0826 300 300. Vous avez passé un bon week-end.
Hein, merci d'avoir été avec nous. Merci à Bon vous. César Merci pour ceux qui vont d'accueillir. regarder les Césars. Et on fera un compte rendu lundi matin, Philippe Bilger. Oui. Hein, Ferait un compte rendu des compte rendu des Césars. lundi. sûr. Et du rugby avec Si vous Philippe voulez David. intervenir par téléphone, en visio. Non. Je crois que la réponse est claire. Merci René. Autant Chiche. on emporte le vent. C'est ça. Et ben On partez ne avec. parlera pas du rôle pervers de René Chiche dans le milieu du Non, bah non, bien Non, il y sûr aurait que trop non, à bien dire. sûr que non. En tout cas, on vous souhaite un très bon Merci week-end. à Bon courage si vous travaillez. Merci à notre équipe formidable pour cette belle semaine encore une fois. Et on vous retrouve lundi matin à 17h, lundi après le soir à 17h. Et tout de suite, l'équipe, la Dream Team Rugby de Sud Radio, parce qu'il y a beaucoup de rugby ce week-end, avec notamment le tournoi destination, le top 14 et la Pro D2. Salut.